Le personnage du... Tout va bien. Le personnage de l'enfant au cinéma est très utilisé par les scénaristes puisqu'il engage directement la sensibilité du ou des spectateurs. C'est au milieu du XXe siècle qu'on assiste à un vrai bouleversement des mentalités. Le personnage de l'enfant est totalement réinventé et c'est là où on commence à émerger des films comme Le Village des Damnés en 1960 qui montrent des enfants qui sont une réelle menace. Et c'est aujourd'hui ce qu'on retrouve de plus en plus dans le cinéma actuel. C'est des personnages enfants qui sont meurtris, qui ont des problèmes familiaux ou même avec leur propre psychologie. Et c'est ce qui permet au cinéma de faire changer une société, de faire changer des codes moraux. Là on peut parler de seconde phase, c'est dans les années 70, là où la télé commence à vraiment émerger pour les jeunes. Les boîtes et les compagnies décident d'utiliser ce filon-là et de proposer aux jeunes quelque chose qui leur ressemble. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des films ou avec des sagas qui sont inspirés de la jeunesse. Aujourd'hui on a la saga Harry Potter, on a plein de choses comme ça qui représentent ce personnage de l'enfant incarné au cinéma. Et celui qui va lancer cette mode du cinéma pour enfants, c'est Steven Spielberg, qui commence sa carrière dès les années 70 avec le téléfilm Duel et qui enchaînera petit à petit avec E.T. et les films qu'on lui connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les films de fantasy dans cette première partie. Pardon. Le cinéma de fantasy peut être rattaché au terme imagination en anglais et il regroupe des univers merveilleux et imaginaires que les enfants peuvent eux-mêmes imaginer et c'est pour ça que ça marche aussi bien. C'est que c'est un univers qui permet l'identification dans les personnages principaux et c'est avant tout pour ça que la plupart des personnages de ces films de fantasy sont des enfants. Harry Potter, etc. Et pour parler du cinéma de fantasy, il faut commencer par le commencement avec un film sorti en 1938 intitulé Le Magicien d'Oz. La plupart des gens le connaissent d'ailleurs vu que c'est une part importante du cinéma américain. C'est un film de Victor Fleming inspiré du roman de Frank Baum et ce qui est intéressant de voir c'est que le film a quelques enjeux et codes qui sont inspirés des films qu'on retrouvait à cette époque-là. On retrouve des codes des comédies musicales ou encore des inspirations au niveau de la couleur puisqu'on voit l'émergence de la Technicolor. La Technicolor offre beaucoup au film puisqu'il est basé essentiellement sur la couleur, les pavés jaunes, les maisons qui sont assez vives, le champ de coquelicots qui est rouge. Le film se base sur des couleurs qui peuvent rappeler l'enfance et c'est ça le plus important du film. Le film sert à faire apprendre quelque chose aux enfants puisqu'il est basé comme un conte et il suit une sorte de parcours. Il y a un vrai chemin initiatique dans le film puisque chaque personnage symbolise une étape à accomplir et chaque personnage a à la fin une sorte de petite morale qui lui est dédiée. Le film peut avoir différents degrés de lecture différents, on peut voir ça comme une quête assez manichéenne, les gentils contre les méchants, ou comme une critique de la crise économique entre 1883 et 1887 qui a eu lieu aux États-Unis. Le film a une influence assez importante aux États-Unis puisqu'il peut être comparable à Alice au Pays des Merveilles chez nous. Et pas mal de réalisateurs ont fait quelques petites références à ce film, notamment David Lynch dans Sailor et Lula. Et même hors des États-Unis, on retrouve des inspirations de Magicien d'Oz ou même des réécritures. Et même au Japon avec une réécriture qui a été faite en 1883. On est obligé de faire un détour par Tim Burton si on veut parler de l'enfant au cinéma. Et à vrai dire, c'est pas vraiment quelqu'un que j'affectionne particulièrement puisqu'il a copié tout son univers sur quelque chose qui existait déjà, c'est-à-dire le cinéma allemand des années 20. Et même si je sais qu'il a apporté pas mal, je n'accroche pas vraiment à ce qu'il fait. Et je sais que ça doit sembler bizarre à certains d'aborder le cas de Tim Burton pour parler de l'enfant puisque très peu de ses films abordent le cas de l'enfance frontalement. Mais c'est plutôt dans la manière de faire qui est assez intéressant, puisqu'il détourne un peu les codes de l'enfance pour l'adapter dans un monde un peu plus adulte. On va parler là de son premier film, Pee-wee the Big Adventures, qui aborde le cas du personnage adulte-enfant. La maison de Pee-wee en elle-même est inspirée de ce qu'on peut retrouver dans des rêves d'enfants. On met l'accent sur les jouets, on met l'accent sur des choses automatisées, l'enclume par exemple. Et tout ça sont des éléments qui se réfèrent à cet univers de l'enfance que Tim Burton aime bien apporter à l'esthétique globale de ses films. Quelques années plus tard, Tim Burton réaffirme sa position avec le film Édouard aux mains d'argent, sorti en 1990. C'est un film qui mêle la comédie, le drame et le fantastique, et qui répond totalement aux thématiques que veut inspirer le réalisateur. Le personnage d'Edward est un enfant dans un corps d'adulte qui est là pour une durée indéterminée puisqu'il ne peut pas vieillir. Et puisque c'est un enfant, il ne connaît absolument rien du monde extérieur et quand il sera amené à découvrir ce monde, il va être confronté à des problèmes avec la justice, avec les femmes cougars. Et puisque c'est un enfant, il fera des choses dont il n'a pas vraiment conscience comme voler quelque chose à cause des autres personnes qui vont l'influencer. Nous avons là un jeu de contraste avec le personnage d'Edward qui inspire en premier la peur, qui habite dans un château qui n'est pas sans rappeler celui de Citizen Kane. Et de l'autre, nous avons les pavillons qui font très banlieue américaine avec
des couleurs très vives, mais nous avons aussi là une critique du capitalisme puisque toutes les maisons se ressemblent et toutes les voitures aussi. De plus, les gens sont assez hypocrites, ce qui est vraiment une critique de ce que nous pouvons voir dans la société actuelle. D'un côté, nous avons le château hanté, de l'autre, nous avons les pavillons qui font très factice. Et ce film est le seul que j'apprécie dans sa filmographie, puisqu'il répond à tous les thèmes du réalisateur, en apportant une touche vraiment très artistique dans la manière de faire. Le film nous montre à la fin deux choses, c'est que le personnage d'Edward ne peut pas être corrompu, puisqu'il gardera son âme d'enfant, mais aussi qu'il n'est pas fait pour cette société, puisqu'il sera chassé par la communauté et retournera dans son château. En 2005, il décide d'adapter le roman de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, bien que parler d'adaptation soit peut-être un terme assez fort puisqu'il a changé certaines personnalités de personnages pour s'adapter à son univers fantasque. Mais on pourrait dire que le personnage principal n'est pas Alice comme pourrait le faire penser le titre du film, mais plutôt le chapelier fou qui est un personnage tertiaire dans le roman de Lewis Carroll. En même temps, il faut voir que c'est Johnny Depp qui joue le rôle du chapelier fou et forcément la communication autour a été très forte, notamment sur l'affiche du film, puisque c'est l'acteur fétiche de Tim Burton qu'on voit dans tous ses films, bons ou mauvais d'ailleurs, genre Dark Shadow. Vous voyez ce que je veux dire. Mais le film qui est considéré comme l'un des meilleurs de Tim Burton reste Charlie et la chocolaterie, où on nous présente un enfant qui est altruiste, pauvre, et qui va offrir sa tablette de chocolat qu'il a reçue à Noël avec les membres de sa famille, et se démarquant bien des autres enfants qui vont être présentés à l'usine de Willy Wonka, puisque ça va être le seul qui va faire preuve d'altruisme envers les autres. Le film fait cohabiter cet enfant avec un personnage d'adulte enfant, à l'instar de Edward en main d'argent. On a Willy Wonka qui n'a pas pu grandir et qui est resté au stade d'enfant dans sa psychologie, tout en grandissant avec un corps d'adulte. Et là vous me direz qu'est-ce qui réunit un peu tous ces films? Et bah c'est le personnage qui est incarné par Johnny Depp, c'est-à-dire Willy Wonka, Edward en main d'argent ou le chapelier fou. À chaque fois c'est cet acteur qui incarne le personnage adulte à l'âme d'enfant. Et s'il donne ce genre de rôle à son acteur préféré, ce n'est pas pour rien. En fait on peut voir là une sorte d'identification de la part du réalisateur dans ces personnages là, puisque à l'instar de ces personnages enfants, il a été perverti à cause des producteurs. Et là je veux parler de Batman et Batman le défi, où Tim Burton a dû se confronter à l'avis des producteurs pour mettre plus en avant Batman plutôt que le Joker, ce qu'il voulait faire à la base. Et toute cette pression qu'il a reçue l'a amené à un peu plus s'enfermer dans son monde, comme un enfant qui s'enfermerait dans ses créations et dans ses rêves. Et c'est ça qui rend le cas Tim Burton si intéressant, c'est qu'il a réussi à amener sa propre personnalité dans le film grâce à ce personnage d'adulte enfant. Dernier point, le personnage d'enfant a aussi été traité de manière allégorique dans le film Hook ou dans la saga du Seigneur des Anneaux. Dans cette saga, les personnages principaux sont des hobbits, des personnes de petite taille, à la peau assez imberbe et festifs à la manière des enfants. Les hobbits sont très pacifiques aussi puisqu'ils n'ont pas vraiment connu la guerre et habitent dans des habitations qui rappellent un peu un monde féerique. Le Seigneur des Anneaux est d'ailleurs adapté du livre de Tolkien, et Tolkien attache une grande importance au rôle de l'enfant. Ça se voit dans Rotherham, ça se voit dans la lettre du Père Noël qui sont des contes à la manière du Hobbit. Au final, les enfants dans les films de fantasy servent avant tout à faire des contrastes avec la société ou avec des enjeux qui les dépassent. En somme, un traitement totalement différent de ce qu'on pourrait avoir dans un film d'horreur, mais je réserve ça pour une seconde partie. Et pour terminer cet épisode, j'aimerais remercier Thomas qui m'a aidé pour l'écriture mais aussi pour le cadre. Merci Thomas.